L'Ukraine est-elle en train de frapper un grand coup à Koursk? Peut-on parler de contre-offensive de l'Ukraine à Koursk? Dans un message publié sur Facebook, l'état-major ukrainien fait état de 114 combats, 42 dans le seul oblast de Koursk, où l'armée russe a reconnu elle-même avoir repoussé une contre-offensive ukrainienne. Des tirs de chars à Koursk. La réponse des soldats russes face à l'offensive ukrainienne. Opération surprise hier dans l'ouest de la Russie. L'Ukraine y a lancé une contre-attaque. Peu de communication. Mais Volodymyr Zelensky s'en félicite. Lors des combats qui se sont déroulés aujourd'hui et hier près d'un seul village, l'armée russe a perdu jusqu'à un bataillon d'infanterie, y compris des soldats nord-coréens et des parachutistes russes. Les forces ukrainiennes contrôlent déjà plusieurs centaines de kilomètres carrés dans la région depuis un assaut en août dernier. Elles auraient pris un peu plus de territoire. Les Ukrainiens ont progressé de 2,5 km derrière la ligne, ce qu'on appelle la ligne 0, c'est-à-dire la dernière position russe qu'ils avaient. Et donc ils ont progressé de 2,5 km en profondeur, ce qui fait qu'ils ont, d'après les sources, pris entre 15 et 25 km² en une journée. De son côté, la Russie affirme avoir repoussé l'offensive. Le groupe d'assaut de l'armée ukrainienne a été vaincu par l'artillerie et l'aviation. Pour Anthony Blinken, la position ukrainienne à Koursk est importante en vue d'éventuelles négociations. Mais la Russie pourrait réagir. Vladimir Poutine ne peut pas tolérer la présence de soldats ukrainiens sur le sol russe. Et voilà, c'est ça, le préalable de tout d'une certaine façon. La reconquête de ce territoire, pour lui, ce sera le préalable de tout. Donc ça devient une priorité absolue pour les Russes. La contre-attaque ukrainienne intervient 2 semaines avant l'investiture de Donald Trump. Hier, Volodymyr Zelensky s'est dit certain qu'il parviendra à un accord avec le futur président américain et que celui-ci lui offrira des garanties. L'Ukraine résiste contre l'armée russe, qui est très supérieure en nombre et en matériel, en munitions, etc. Et le terrain gagné par les Russes pendant ces 3 ans, c'est quand même quelque chose de très très faible, très mineur. Et là, en prouvant que les Ukrainiens sont non seulement capables d'envahir une petite partie du territoire russe, mais de la garder un certain temps, c'est quand même un affront par rapport à Vladimir Poutine. Et effectivement, dans la perspective de négociations qui vont sans doute commencer sous l'égide de Donald Trump lorsqu'il aura pris effectivement la présidence, on peut penser que c'est un atout important. Il s'agissait de quoi? De regagner sans doute, d'abord de désorganiser le dispositif russe qui est au contact. Et on l'a vu à travers ce que disait Xavier Titelman tout à l'heure, les Ukrainiens qui ont progressé de 2 km en une journée pratiquement. Et il est intéressant, moi les informations que j'ai eues, c'est qu'un poste de commandement important aurait été détruit dans la région vers le village de Lgov, qui est dans ce coin-là. Donc on voit que cette opération a été planifiée par rapport à des objectifs qui, faute d'être stratégiques, j'utiliserai pas ce mot-là, avaient une importance tactique pour eux. Et en attaquant ces postes de commandement, ces réserves logistiques par une contre-offensive, par une contre-attaque, eh bien vous désorganisez pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le dispositif adverse qui est au contact. Les Ukrainiens ont progressé de 2,5 km derrière la ligne, ce qu'on appelle la ligne 0, c'est-à-dire la dernière position russe qu'ils avaient. Et donc ils ont progressé de 2,5 km en profondeur, ce qui fait qu'ils ont, d'après les sources, pris entre 15 et 25 km² en une journée, ce qui est très largement supérieur à ce que les Russes faisaient par le passé. Mais finalement, c'est surtout un basculement parce que jusqu'à maintenant, ils subissaient les attaques russes, ils faisaient souffrir énormément les Russes pour chaque kilomètre carré qui était pris. Et là, c'est à leur tour de repartir à l'offensive. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que quand les Ukrainiens poussent, eh ben, ils avancent. Quand les Russes poussent, il leur faut 10-15 jours pour obtenir le même résultat que ce que les Ukrainiens ont fait en un jour. Que ce soit dans le Donbass, que ce soit dans la région de Koursk, eh bien, il y avait le rouleau compresseur russe. Et là, ils viennent de démontrer que ce rouleau compresseur, il a des faiblesses et que les Ukrainiens savent saisir les opportunités qui se présentent à eux pour reprendre du terrain et faire reculer finalement les Russes. Parce que c'est plus psychologique que effectif sur le terrain. Même 25 km² en regard de ce conflit qui dure depuis 3 ans, c'est très peu. Mais c'est effectivement une interruption d'une phase dans laquelle les Russes
semblait dominer et où les Ukrainiens là, viennent de démontrer que non, ils sont capables aussi de réattaquer, de reprendre du terrain. Ce qui est certain, c'est qu'on a vu ces combats, ils s'intensifient dans la région de Kyrsk. Vous parliez de 2 kilomètres pris sur la seule journée d'hier. Des opérations dans au moins 3 directions. Au nord de Soudzha, selon l'Institut d'études de la guerre, les Ukrainiens auraient même pénétré dans la périphérie de Berdine, à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Il est cependant un peu trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une contre-offensive massive, s'ils arriveront, les Ukrainiens, à poursuivre cette attaque. Ce territoire russe, on le rappelle, il a été pris dès le mois d'août. Cela fait donc du coup des mois maintenant que les Ukrainiens tentent de conserver ce petit bout de territoire et cela n'est pas facile. Ils ont perdu depuis août la moitié de ce qu'ils avaient gagné. Les Russes en redéploient d'importantes troupes. On le sait, il y a aussi des soldats nord-coréens. Zelensky en parlait encore hier dans une interview à un blogueur américain. Il y aurait 3800 soldats nord-coréens qui auraient été blessés ou tués dans cette région. Alors on le sait, conserver ce territoire, c'est vraiment un des objectifs des Ukrainiens. Pourquoi ? Eh bien, pour entamer des négociations de paix, des pourparlers. Zelensky, qui a d'ailleurs évoqué hier dans une interview ces négociations, il l'a rappelé, il ne souhaite pas se mettre à la table avec Poutine et Trump. Il a demandé à Trump d'avoir d'abord des négociations en one-to-one avant seulement de se tourner vers Trump avec du coup des avancées et des points bien précis. Déstabilisant, je dirais, oui, sur le plan psychologique, sur le plan de la communication. On voit bien que la réaction en termes de communication des Russes a été de dire mais non, tout ça a été repoussé. Donc on est dans le déni complet pour ne pas justement montrer à l'opinion publique russe que quelque part ça repart dans le mauvais sens, si vous voulez. Mais le fait est que localement, ça va modifier la donne. Et comme je le disais tout à l'heure, probablement que d'ici au 20 janvier, qui est quand même la date fatidique, les Russes auront beaucoup de mal à reprendre du terrain dans cette zone-là. Poutine ne peut réagir qu'en envoyant un peu plus de missiles, un peu plus de drones, en détruisant un peu plus l'infrastructure de... Ces armées sont en échec, si vous voulez, parce que même s'il a progressé, on a dit de 2 ou 3 000 km² en un an, ce n'est quand même pas glorieux pour une armée qui se compose à peu près entre 500 000 et 600 000 soldats, si vous voulez. Donc c'est vraiment une stagnation. Et là, le fait qu'ils subissent à nouveau, 3 ans après, une reculade sur leur propre territoire, alors oui, c'est une claque. Pour Poutine. Donc il va réagir, mais comme je vous le disais tout à l'heure, avec ses moyens de destruction massive. Sur le plan tactique et avec le rapport de force actuel, moi je pense qu'on ne peut pas envisager que les Ukrainiens reprennent. Alors après, il est possible que localement, si on leur donne les armes qui vont bien, parce que là, il faudrait développer aussi un autre aspect qui est celui des armes de supériorité. Les Ukrainiens sont inférieurs en nombre, ils sont inférieurs en armes, il faut leur donner des outils de supériorité, si on le veut, qu'ils compensent le déficit. Alors ils le font avec leur agilité tactique, on l'a vu, mais ils ont besoin d'armes, si vous voulez, qui dominent les armes des Russes, qui tirent plus vite, plus loin, pour justement compenser le gap différentiel de puissance. Les deux administrations, Biden et Trump, ne sont pas en contradiction l'une avec l'autre et tout ce qui peut aider l'Ukraine, on a vu que Joe Biden avait profité de ce temps où le président Trump est élu et pas encore investi pour dégager les milliards à l'Ukraine qui étaient déjà votés par le Congrès. Et Trump a tout intérêt à ce que l'Ukraine soit en position de force pour pouvoir, lui, arriver ensuite comme le faiseur de paix. Mais là, et le fait que l'investiture de Trump, en fait, évidemment, et c'est ce que le jackpot qu'attendent les uns et les autres, pour des raisons différentes. Vladimir Poutine se dit qu'il sera peut-être un allié, et Zelensky, comme vous l'avez souligné, au fond, les Ukrainiens le voient aussi comme un espoir, sachant que finalement, ils n'attendaient plus rien de l'administration Biden qui n'aidait pas vraiment, qui essayait de faire en sorte que la Russie ne gagne
gagne pas, mais pas qu'elle perde la guerre. Et ils étaient finalement très déçus par le manque de mobilisation de l'administration américaine. Et ils se disent que Trump, qui n'aime pas les losers, qui est un homme fort et qui veut passer pour un winner, sera celui qui finalement se retournera pour aider les Ukrainiens. Et là, on n'est plus, enfin vous allez peut-être me contredire, général, mais on n'est plus dans une logique militaire, on est vraiment dans une logique de négociation. C'est-à-dire que les deux parties attendent le moment où Trump arrivera peut-être en disant on gèle la ligne de front, et donc il s'agit de gagner, d'être en position de force au moment où ce gel arrivera. Et c'est là que le coup de génie, quand même, le coup de génie tactique des Ukrainiens d'avoir percé en territoire russe, ça a créé, comme vous disiez, une sidération psychologique. C'est la première fois que les Russes voient une armée étrangère sur leur terre depuis 1945. Et surtout, ce qui est assez génial, c'est que ça chamboule complètement l'objectif de Poutine. C'est qu'il est maintenant fixé sur l'idée de reconquérir ce territoire perdu, parce que c'est quand même la honte vis-à-vis des Russes d'avoir des Ukrainiens qui ont conquis une partie de territoire russe, même infime. Et du coup, il est obligé de se mobiliser. Et qu'est-ce que ce sera ? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que ça vaudra comme monnaie d'échange dans la perspective de négociation ? Qu'est-ce que Koursk, s'ils continuent à gagner du terrain à Koursk, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut cher quand même. Nous nous asseyons. D'abord avec Trump. Nous nous mettons d'accord avec lui sur la manière de mettre fin à la guerre, d'arrêter Poutine. Il est important pour nous de nous asseoir avec lui. Trump et moi parviendront à un accord et ensuite nous pourrons parler aux Russes. Dans le traité de Lisbonne, un fameux article 42.7 qui dit que la solidarité est sans limite entre les pays membres de l'Union européenne en cas d'attaque contre l'un d'eux. Le problème, c'est que la défense principale de ces mêmes pays n'est pas assurée dans cette organisation, mais dans une autre qui s'appelle l'OTAN. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a un lien, si vous voulez, qui est absolument obligatoire entre les deux organisations. Alors, le futur, c'est quoi ? Soit on est capable de faire une planification européenne avec un leadership européen dans l'OTAN et un soutien plus ou moins grand des Américains, ou bien il faudra créer ça à l'extérieur. Et le 20 janvier va être pour moi le déclencheur, non pas de cette réflexion-là, mais des mesures à prendre pour aller dans un sens ou dans un autre. L'allié principal de Donald Trump, c'est la Chine. Les États-Unis sont dans une compétition historique, stratégique, bien au-delà de l'Ukraine. C'est beaucoup plus important que l'Ukraine. C'est qui sera la puissance mondiale du milieu du XXIe siècle. C'est là-dessus. Ça se joue sur tous les compartiments. Parce qu'avec l'Ukraine, il y a le compartiment de la sécurité. Mais avec la Chine, c'est complètement autre chose. C'est économique, c'est technologique, c'est de l'influence globale. Donc c'est beaucoup plus important.